Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Insider Insight, l'entrepreneuriat de l'intérieur, à quoi est-ce que ça ressemble? Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet passionnant qui accompagne tous les entrepreneurs au quotidien, qu'ils soient à l'aise ou pas avec ce sujet. Quand il s'agit d'entreprise ou de gestion de projet, on ne parle plus d'argent, on ne parle plus de cette notion d'argent qu'on a au quotidien dans nos propres dépenses quotidiennes. On parle dorénavant de ressources, on parle de dépenses, on parle de charges fixes, de charges irrécupérables, on parle d'immobilisation et on parle beaucoup, annuellement peut-être, mais au quotidien, on a besoin de ces informations pour constituer ce qu'on appelle une liasse fiscale. Donc la liasse fiscale, c'est un peu cette pile de documents qui raconte l'histoire de la gestion de l'argent dans l'entreprise. Pour aborder ces sujets aujourd'hui, je vais partir du point de vue de mes expériences avec l'argent en tant que chef d'entreprise à la tête d'une jeune start-up. D'abord, la première grande surprise quand on doit créer son entreprise en tant qu'entrepreneur, c'est qu'on commence par des statuts. Les statuts, c'est quelque chose qu'on pourrait appeler vulgairement la Bible de l'entreprise. Dedans, il y a les règles, c'est un peu le règlement intérieur en fait. Il y a les règles de comment est-ce que on va gérer son entreprise, qui va gérer son entreprise. Si on est par exemple 3 à se lancer, il va falloir décider de qui est le président, qui est le directeur général, qui est le directeur général associé. Tous ces éléments-là qui créent le cadre de la gouvernance et de la gestion de l'entreprise. Dans le cadre de cette gouvernance-là aussi, ce que je veux surtout dire quand je parle de gouvernance, c'est de responsabilité. Donc on va dire que quand on est entrepreneur et qu'on enregistre des statuts, qu'on dépose ces statuts auprès du registre des commerces, on obtient un cabis et ce cabis en fait nous nomme comme responsable administratif de la société qu'on vient de créer. Jusque-là, tout va bien. Moi, mon expérience en tant que chef d'entreprise n'a pas été un parcours facile ou un long fleuve tranquille. C'est vrai qu'au début, quand on commence, ça a l'air sexy comme ça. Ouh, je suis chef d'entreprise, je suis fondateur, je suis CEO, Chief Executive Officer. Mais en réalité, on est le comptable en chef de l'entreprise et on s'arme d'informations qui nous permettent de prendre des décisions. Donc, quand on commence avec 3 francs 6 sous, c'est-à-dire pas grand-chose, c'est pas forcément aisé d'aller payer un comptable externe qui va nous informer ou nous expliquer quelle est l'implication des flux de dépenses qu'on va réaliser. Généralement, ça arrive au terme de la première année, parce qu'au terme de la première année, en fait, on doit déposer ses comptes auprès du registre des commerces. Donc, on doit déclarer ce qu'on a fait avec l'argent qu'on a reçu et ce qu'on a gagné, ce qu'on a perdu, comment on a dépensé, où est allé l'argent et comment est-ce qu'on va continuer l'année qui vient. Pour ceux qui sont chanceux, généralement, avant de se lancer, ils vont avoir peut-être un comptable qui va les accompagner. Mais ça, ce n'est pas le luxe de la grande majorité. La grande majorité d'entre nous commence avec un business plan. Donc, un business plan, c'est ce fameux tableau dans lequel tu vas mettre tes chiffres en disant, voilà, je pense que pour faire telle activité, je vais dépenser telle somme et je pense que, voilà, quand j'irai sur le marché, je vais proposer mon produit ou mon service, voici ce que le client va être prêt à me payer pour ce service que je vais lui proposer. Maintenant, si on a un peu bien fait son business plan, au terme du calcul de ses entrées, de ses sorties, on aura ce qu'on appelle le résultat. Donc le résultat qui peut être un profit ou une perte. Donc vous remarquerez là, une fois de plus, que là, on parle d'argent, mais on n'utilise à aucun moment le terme argent. Moi, mon expérience, en fait, et ce que j'ai appris difficilement et en prenant beaucoup de murs et en prenant des grosses claques, c'est la notion de tout ce qui tourne autour des charges, des coûts. Parce qu'en réalité, quand on commence l'entreprise, le premier acte qu'on pose, juste en enregistrant l'entreprise, c'est dépenser. Donc l'entreprise, en fait, c'est une machine
fric, à avaler le fric, hein. Bien sûr, à cracher aussi le fric quand on vend, mais c'est surtout une machine qui avale, qui avale, qui avale l'argent. Pour moi, c'est une machine, en fait, qui a une forme de boulimie et toutes les décisions qu'on prend, en fait, c'est des décisions qui disent, voilà, cet argent que j'ai, bah, je vais le dépenser comme ça ou comme ça. La toute première leçon que j'ai apprise, je l'ai apprise 5 ans après avoir commencé l'entrepreneuriat et après avoir géré mes bilans en fin d'année et tout cela. Nous sommes le 19 décembre 2019. Nous venons de recevoir sur notre compte d'entreprise le fruit d'une vente à 6 chiffres. Donc, 6 chiffres, quand je vous dis 6 chiffres, on est un peu au-dessus d'un quart d'un million d'euros. Donc, je me prends une grosse claque, déjà. Bon, la vente, elle s'était faite quelques semaines avant, mais je n'avais pas encore reçu les fonds sur le compte de l'entreprise. Donc, tant que je n'avais pas reçu les fonds, en fait, je ne me rendais pas compte. Et la première réalisation, quand je reçois cette somme qui correspond à une vente, bah, c'est déjà de réaliser que c'est possible de faire une vente à 6 chiffres. Parce que dans le scope et l'univers dans lequel je suis, donc je vais rappeler un petit peu dans quel univers je suis. Donc je suis dans l'univers de la créativité contemporaine africaine. C'est-à-dire que tous les projets que j'ai montés jusqu'ici depuis que je suis entrepreneur sont des projets en fait qui visent à promouvoir une certaine vision de la créativité sur le continent africain. Donc positionnement plutôt haut de gamme, environnement de produits de grande qualité, de produits rares et de produits uniques ou en série limitée. Environnement en tout cas qui théoriquement me positionne dans un univers du luxe. Mais dans cet univers-là, voilà, quand on parle de l'univers du luxe, bon, il y a luxe et luxe, c'est pas tous les produits de luxe qui se vendent à 6 chiffres. Et les produits de luxe qui se vendent à 6 chiffres, généralement, je vous parle des très très belles voitures qui sont souvent éditées en quelques exemplaires pour quelques milliardaires dans le monde. Donc voilà, donc je suis dans ce scope-là. On vient de recevoir le fruit de cette vente sur le compte. Et là, je réalise qu'en fait, ça m'a demandé 3 ans d'efforts financiers pour pouvoir réussir à arriver à ce résultat. Donc pendant 3 ans, j'ai dépensé de l'argent tous les mois pour être à un emplacement physiquement, pour m'entretenir avec une typologie de clients, pour aller à la rencontre de nouveaux clients, pour prospecter de nouveaux marchés, présenter ces différents produits que je sélectionne et que j'apporte sur le marché européen. Et c'est seulement au bout de 3 ans que j'ai eu l'opportunité d'être dans une transaction qui a généré plus de 6 chiffres en chiffre d'affaires. Et la leçon en fait que j'apprends quand j'ai cette réalisation, c'est qu'en fait, dans certains univers, l'investissement initial que tu vas devoir mettre pour pouvoir arriver à un point de rupture, qu'on peut appeler le point mort. Mais bon, ici, le point mort, généralement, le point mort, c'est le point de bascule où tes charges deviennent inférieures à tes recettes. Mais bon, cette vente-là ne m'a pas permis de justement atteindre le point mort parce que bon, j'avais accumulé les années précédentes des déficits et des déficits. Donc, en tout cas, c'est la première vente de cette envergure qui me permet de réaliser que oui, avec ce que je fais, dans l'univers dans lequel je suis, je peux passer dans ce secteur. Je peux passer dans ce cadre qui me permet de faire des ventes à 6 chiffres. Même si ça reste assez exceptionnel, hein, mais quand même c'est possible. Donc cette réalisation-là, du fait qu'il m'ait fallu 3 ans de dépenses en charge fixe, et je ne parle pas de charge variable, je parle en charge fixe d'une moyenne de 10 000 euros mensuels pendant 3 ans, avant d'arriver à faire cette vente, bah c'est déjà la réalisation de dire que avant de rentrer dans un business, il faut avoir la réalité, il faut connaître en fait la réalité des coûts et s'évertuer à maîtriser ses coûts pour aller à la quête de son chiffre d'affaires. Parce que la réalité, en fait, c'est que dans le business plan que j'avais écrit,
dans le business plan que j'avais écrit avant de me lancer dans la signature d'un bail 3, 6, 9, ça veut dire 3 ans, 6 ans et 9 ans, bah, la réalité de ce business plan-là n'a absolument pas été la réalité de mon quotidien parce qu'il m'était impossible de me projeter dans ce business plan-là que j'allais faire tel ou tel chiffre d'affaires parce que concrètement, je n'avais jamais été à cette adresse-là, je n'avais jamais proposé ces produits-là et sur le marché français, personne ne l'avait jamais fait comme je l'ai fait. Donc, de base, mon business plan était faux en fait. Tous les scénarios que j'avais imaginés étaient des scénarios qui étaient faux. Parce qu'à moins d'être un magicien, bah, tu ne peux pas deviner tu peux pas deviner le moment de ta première vente, tu ne peux pas deviner le montant de ton panier moyen. Tout ça, c'est quelque chose qui résulte de ton expérience. Aujourd'hui, avec beaucoup de recul et la lecture de toutes ces années d'expérience à cette adresse-là, je peux vous donner concrètement le panier moyen, le profil client et même le panier exceptionnel, de dire que jusqu'où mon panier exceptionnel peut aller, quel est mon panier, quelle est ma fourchette basse, quelle est ma fourchette haute et quelle est ma moyenne. Parce que généralement, le scénario, c'est ça. On a un scénario extrêmement optimiste, qui est la fourchette haute. On a un scénario exceptionnellement pessimiste, qui est la fourchette basse, et on a un scénario qui semble ressembler plus ou moins à la vérité, qui généralement est un ensemble en fait de moyennes entre les chiffres qu'on a pu obtenir en regardant dans les fichiers de la chambre de commerce, en regardant le bilan des entreprises qui sont dans cet écosystème-là, qui sont dans ce secteur-là et qui sont peut-être dans ce quartier-là et qui sont peut-être de façon encore plus précise dans cette rue-là. Mais si on prend, si je reviens dans mon cas à moi, ben, ce projet tel que je l'ai monté, tel que je l'ai structuré, tel que je l'ai proposé sur le marché, était quand même pionnier. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de projet similaire qui se soit structuré de la même façon à cette adresse-là. Donc, il m'était impossible d'avoir en fait les chiffres exacts. Donc ça, c'est ma première réalisation. Ma première réalisation, c'est que le business plan ne sert à rien. Le business plan ne sert à rien tant que tu n'as pas éprouvé une idée, testé une idée et eu des vrais profils de clients avec une clarté sur les charges en fait, sur les coûts de vente. Parce que ce qu'on oublie quand on fait du chiffre d'affaires, bon, ce que certains oublient maintenant, ce n'est plus mon cas, ce qu'on oublie quand on fait du chiffre d'affaires, c'est que derrière chaque chiffre d'affaires qu'on va acquérir, il y a ce qu'on appelle le coût d'acquisition. C'est-à-dire, derrière chaque euro qu'on va gagner, il y aura des euros qui auront été dépensés. Et quand on est dans cette disposition de l'entreprise, le jeu, en réalité, le jeu, en fait, c'est d'avoir, en fait, pour chaque chiffre d'affaires, le minimum de coûts possible. C'est-à-dire que si ton chiffre d'affaires, c'est 10 euros, idéalement, il faudrait que tes charges, tes dépenses ne dépassent pas 7 euros. Parce que si elles dépassent 7 euros, ah ben déjà, tu es en train de creuser le trou. Parce que si elles dépassent 7 euros, ça veut dire que une fois que tu as reçu les 10 euros, tu vas d'abord payer toutes les charges fixes à hauteur de 7 euros. Après, tu vas payer les taxes en fait qui viennent au-dessus de ces 7 euros. Généralement, tu vas avoir la TVA. Et une fois que tu vas déclarer dans ton compte de résultat tes dépenses et tes charges, à la fin de ton compte de résultat, tu vas aussi avoir les taxes. En fait, tu vas avoir les impôts sur les sociétés. Donc, si tu gagnes 10 euros et que tu as déjà dépensé 9 euros, il faut qu'en gros, tu saches que en réalité, tu as vendu à perte. Parce que si tu calcules toutes tes charges, tu auras la marge brute. La marge brute, c'est vraiment mon chiffre d'affaires moins le coût de ma vente qui va être en fait ta marge brute. Après, ta marge nette arrive après que tu aies enlevé toutes les charges en fait. Donc, toutes les charges que représente ton entreprise. Et ça, sauf si on a fait comptabilité avant. Bon, moi, j'ai eu la chance que j'ai fait comptabilité avant. Et j'ai appris la gestion d'entreprise avant. Donc, j'avais quand même des notions, en fait, de ces principes-là. Ce qui n'est pas forcément le cas d'une grande majorité d'entrepreneurs. Une grande majorité d'entrepreneurs découvrent la comptabilité
après la première année d'exercice. Et ça, franchement, c'est pour ça qu'on dit toujours que même les entrepreneurs de la rue sont les meilleurs entrepreneurs parce que eux, en fait, comme ils ont l'expérience d'avoir eu des dépenses et des recettes, ils savent que le vrai game, en fait, le vrai game, c'est le cash flow, c'est la trésor. C'est-à-dire qu'en gros, tu commences à être entrepreneur vraiment quand tu comprends la dynamique du cash flow et que tu comprends que la vraie dynamique, en fait, c'est de gagner beaucoup, 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 beaucoup plus que tu ne dépenses. C'est vrai que c'est un principe qu'on pourrait appliquer à la gestion budgétaire, même personnelle, hein, et qu'on devrait d'ailleurs. Mais on se rend bien compte qu'une grande majorité de personnes n'appliquent pas ce principe en fait. Et la grande majorité de personnes voient l'argent comme une source pour acheter, donc du coup une source pour dépenser, mais pas forcément une source pour créer de la valeur. Et c'est à ça que je vais venir quand je parle justement de cash flow positif, c'est que le cash flow positif, c'est ce qui te permet de continuer à investir. C'est ce qui te permet de gagner et donc du coup de continuer à investir. Et bon, comme on le sait aussi, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui méprennent le chiffre d'affaires au résultat. Le chiffre d'affaires, c'est ce que le client te donne, c'est ce que le client paye. Mais ce n'est pas ton résultat et ce n'est pas ton profit, ou ce n'est pas ton bénéfice, ou ce n'est pas ta perte. Donc tu ne peux avoir la clarté de ton opération qu'une fois que tu as fait ta comptabilité. Et dans ta comptabilité, tu dois mettre les charges variables qui te permettent d'arriver à ta marge brute et les charges fixes qui te permettent d'arriver à ta marge nette. Mais encore une fois de plus, ta marge nette, ce n'est pas ton bénéfice. Parce qu'à partir du moment où tu gagnes de l'argent, ou que tu as une marge nette excédentaire, tu dois maintenant payer les impôts sur les sociétés. Tu dois payer toutes les charges financières et les impôts sur tes sociétés. Donc, si ton EBITDA, donc le EBITDA qui est le Earning Before Income Taxes and Amortization, donc je n'ai même pas parlé des amortissements parce que tout ce que tu as acheté quand tu es une entreprise s'amortit. Donc ton EBITDA, même si ton EBITDA est positif, ça ne veut pas dire que tu vas avoir les dividendes en fait en fin d'exercice en fait. Parce qu'après ton EBITDA, maintenant, tu dois amortir tout ce que tu as comme immobilisation. Et c'est cet amortissement de ces immobilisations-là qui te permettent aussi de provisionner pour pouvoir acheter de nouvelles immobilisations quand les immobilisations précédentes se seront complètement dépréciées. Donc, voilà un peu la dynamique du compte de résultat et la dynamique du bilan. C'est-à-dire, tous les ans, tu as l'alias fiscal. L'alias fiscal, en gros, c'est quoi? L'alias fiscal, c'est un ensemble de documents que tu vas adresser au greffe du tribunal de commerce pour leur dire que, OK, mon entreprise cette année, voici ce qu'on a gagné, voici ce qu'on a dépensé. Par rapport aux immobilisations qu'on avait acquises, donc les immobilisations dans un bilan, c'est quoi? C'est par exemple, si tu as un ordinateur, et encore ça, c'est même pas une immobilisation, c'est du matériel. Une immobilisation, c'est tout ce qui est immobilisé en fait. C'est-à-dire, ça peut être une immobilisation financière, ça peut être un dépôt de garantie que tu avais mis, une caution. Ça peut être une immobilisation concrète, c'est-à-dire c'est un immeuble, voilà, ça peut être un bâtiment que tu as acquis. Et, et tout ça, en fait, c'est à la fin de l'année, quand tu fais ton bilan, si tu fais ton bilan après avoir fait ton compte de résultat, si tu fais ton compte de résultat, et le solde de ton compte de résultat est ramené dans ton bilan. Donc, au terme d'une année, si tu n'as que des pertes, tu ramènes ces pertes dans ton bilan et puis c'est ça qui donne la réelle valeur de ton entreprise en fait. C'est-à-dire, on regarde toutes tes immobilisations, on regarde toutes tes pertes, on regarde aussi tous tes actifs, si tu as des actifs, hein, puisque en face de tes immobilisations, tu as ce qu'on appelle le bilan passif et le bilan actif. Donc, dans le bilan actif, c'est tout ce que tu as que tu peux liquider rapidement pour avoir de l'argent physique, en fait, de l'argent liquide. Et tu peux avoir de l'argent sur le compte bancaire et tout ça fait partie des actifs. Donc, la réalité, c'est que
tant que tu n'es pas arrivé jusqu'à cette étape-là, tu ne peux pas considérer que tu as gagné de l'argent. Donc, quand, par exemple, sur ta gestion mensuelle, tu as les entrées-sorties, si tu as même un mois où tu as beaucoup d'entrées, c'est pas forcément une raison de dépenser toute cette entrée-là, en fait. Tu dois pouvoir avoir des projections, tu dois pouvoir avoir un tableau de bord qui te permet de monitorer ton activité sur le reste de l'année, de provisionner tes charges fixes, parce qu'une charge fixe, en fait, par exemple, quand tu signes un bail 369. Théoriquement, ce que ça veut dire un bail 369, c'est que tu t'engages à garder ton bail pendant 3 ans, 6 ans ou 9 ans. Donc, si tu veux être violent dans ton business plan, il faut que tu saches en gros que ton loyer est un loyer que tu vas payer sur les 9 prochaines années. Donc, théoriquement, si tu veux justement que ton entreprise dure au moins 9 ans, il faudrait que tu sois en mesure de provisionner cette dépense sur les 9 ans. Bon, ça, c'est l'idéal. Mais au moins, quand tu es dans cet engagement-là sur le moyen long terme, il faudrait au moins que tu sois en mesure de provisionner tes charges sur les 6 mois. Donc, si tu as par exemple des employés en CDI, ça veut dire que tu t'engages à les payer à vie tant que la société existe. Donc, si tu te retrouves dans une situation où tu as eu un influx de cash et que tu l'as aussitôt dépensé sans provisionner tes charges, à un moment, s'il n'y a plus de cash qui rentre, tu seras obligé d'être confronté à la réalité que tu ne pourras plus payer tes fournisseurs. Et quand tu ne respectes pas tes engagements auprès des fournisseurs pendant un certain temps, ils peuvent faire ce qu'on appelle l'assignation en liquidation. Donc, en gros, ils t'assignent auprès du tribunal de commerce en liquidation. Ils disent au tribunal de commerce que, bon, elle est bien gentille, cette cocotte. Ça fait 3 mois ou 6 mois qu'on lui réclame notre argent. On l'a mis en demeure 1 fois, 2 fois, 3 fois. Jusque-là, elle ne nous a toujours pas payé. Maintenant, est-ce que, monsieur le président du tribunal, vous serez d'accord qu'on liquide tous ses actifs, qu'on liquide sa société pour voir combien on peut récupérer pour nous payer. C'est ça la réalité de l'entreprise. Ce qui fait que par exemple pendant la Covid, quand les gens n'étaient plus en mesure d'ouvrir leur boutique pendant 6 mois, ils étaient théoriquement incapables de gagner de l'argent, donc du coup de payer des charges, et du coup ça s'est résulté en que beaucoup d'entreprises, à l'issue de la Covid, même ceux qui ont eu des prêts, la réalité c'est que pour beaucoup de ceux-là qui ont eu des prêts garantis par l'État, c'était des prêts, c'est-à-dire qu'il faut rembourser. Même s'il y avait des franchises sur beaucoup de ces prêts-là, il fallait toujours les rembourser. Aujourd'hui, on va dire, on est à combien d'années après la Covid? On est 3 ans après la Covid. Beaucoup sont en liquidation, tout simplement parce que l'activité qu'ils génèrent aujourd'hui ne permet pas de compenser toutes les dettes qu'ils ont accumulées et de couvrir les charges que génère l'activité elle-même. Et c'est ça la réalité de l'entreprise. C'est ça la réalité de l'entreprise. Et quand on n'en prend pas conscience, en fait, on se retrouve dans une machine qui est très encadrée quand on est dans des écosystèmes comme celui de la France ou de l'Europe en général, qui est très encadrée et qui protège les créanciers. C'est-à-dire que quand tu as une créance, on va trouver le moyen de se la faire payer. Maintenant, bon, il y a ceux qui vont me dire, oui, la solution facilitée, c'est de liquider sa société. De dire, voilà, si tu ne peux plus payer tes créances, tu liquides. Mais moi, je trouve que c'est quand même assez violent. Quand tu es arrivé dans un écosystème, tu prends de l'argent à gauche, tu prends de la marchandise à droite, et finalement, aujourd'hui, tu te retrouves dans une situation où tu peux plus payer tout le monde, et tu dis, bon, c'est pas grave, je liquide, parce que, bon, la liquidation, en fait, désintéresse les créanciers de leurs dettes. Mais je trouve que ce n'est pas forcément la bonne attitude à adopter quand on est entrepreneur, même si la grande majorité des entrepreneurs, c'est l'attitude qu'ils adoptent, c'est un détachement, en fait, de l'argent, parce que bon, il y a des très très grandes sociétés qui déposent le bilan, et quand elles déposent le bilan, parfois les créanciers s'asseyent sur des dettes évaluées à des millions d'euros. Maintenant, si tu dois à une entreprise 1 million d'euros, si cette entreprise est une petite entreprise ou une PME, parce que tu ne peux pas la payer, elle coule en fait. Et c'est ça la réalité. Donc couler, quand on dit couler, théoriquement et même concrètement, tu mets des gens au chômage. Donc moi je pense que être entrepreneur, c'est aussi avoir
l'estomac pour pouvoir encaisser ce genre de choses. C'est-à-dire avoir l'estomac pour dire que, OK, euh, aujourd'hui, mes créances sont à peu près de, je sais pas, 10 millions d'euros. Je ne peux plus payer. C'est pas grave, je liquide. Bon, théoriquement, ça veut dire que je mets 10 millions d'euros dans la poubelle. Donc, tous ces gens-là qui t'ont presté du service, qui t'ont donné du temps, qui t'ont donné de la marchandise, que tu as vendu mais que tu ne pouvais pas payer parce que tu avais des charges qui étaient trop élevées, eh ben, tu les mets sur le carreau. C'est ça, en fait, la réalité aussi de l'entreprise que beaucoup d'entre nous n'ont pas. Beaucoup d'entre nous n'ont pas conscience de cette réalité-là. Et moi, ce sont des leçons que j'ai appris, en fait, difficilement. Maintenant, la réalité, c'est que liquider une entreprise, ce n'est certainement pas facile comme décision à prendre, mais si tu te places du point de vue de l'entrepreneur qui doit prendre la décision d'évoluer, soit sur un nouveau projet, soit sur le même projet, il faut prendre en compte qu'il y a des charges qui sont irrécupérables. C'est-à-dire, il y a des dépenses qui ont été faites que tu ne pourras plus récupérer. Et ces charges irrécupérables, c'est vraiment comme un boulet quand il s'agit de prendre des décisions parce que tu te dis, oui, mais j'ai quand même investi tout cet argent, j'ai fait tout ce travail, mais c'est fini, c'est passé. C'est le cadeau que toi du passé a fait à toi du présent. Mais tous les cadeaux ne sont pas bons à prendre en fait. Donc, quand tu as ce cadeau qui est un boulet, ben, peut-être la meilleure décision parfois, c'est d'arrêter. D'arrêter de traîner ce boulet. Et moi, c'est exactement ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. C'est que ma société, je dois décider de ce que je vais en faire. Donc, est-ce que je vais la céder à quelqu'un qui est prêt à prendre la relève? Est-ce que j'ai envie de continuer à dépenser de l'énergie, parce que dans les charges irrécupérables, il y a ça aussi. Il y a l'énergie que tu mets à construire le projet. Est-ce que c'est toujours un projet que je veux continuer? Ça, c'est des grandes questions qu'il faut être capable de répondre et de répondre à ces questions-là rapidement parce que les charges, en fait, chaque minute qui passe quand tu as une entreprise, ce sont des charges que tu accumules. Donc, il faut être capable de prendre des décisions rapidement et comme on dit souvent, si tu as une plaie que tu laisses sans traiter, bah, elle gangrène, et finalement, on se retrouve à peut-être devoir amputer un membre. Donc, et quand il s'agit de l'entreprise, c'est encore beaucoup plus violent. C'est aussi violent que s'amputer un membre. Donc voilà, voilà un peu de quoi je voulais vous parler aujourd'hui. Je voulais vous dire que si vous êtes entrepreneur et que vous devez faire un business plan, bah, avant de faire un business plan, il faut tester l'idée. Tester l'idée peut-être avec un format d'entreprise qui est l'auto-entreprise. Tester l'idée comme vous voulez, aller sur les marchés, tester votre produit, parler aux gens, éprouver vos idées. Et surtout, il faut faire quelque chose qui est capital. Il faut faire un vrai profiling de ton client. Quand je dis un vrai profiling, c'est pas un profiling fantasmé. C'est un profiling qui est réaliste. Il faut qu'en temps réel, tu puisses décrire qui est ton client, comment il s'appelle, où il habite et tester le produit auprès de lui. Une fois qu'il aura acheté ton produit, tu pourras confirmer que c'est un profil client qui est adapté à ton produit. Et tu pourras partir de ce constat pour faire ta projection, pour faire ton business plan. Et une fois que tu as ce profil client, ce que tu dois ensuite maîtriser, ce sont tes charges. C'est de dire, OK, pour acquérir ce client, voici ce que j'ai dépensé. Et quand je dis voici ce que j'ai dépensé, je ne parle pas juste d'argent physique. Il faut que tu puisses aussi rentrer en compte ton temps. Puisque le piège aussi, c'est que la grande majorité du temps, les premières années de l'entreprise, en fait, on ne facture pas son temps en entreprise. Donc l'entreprise nous utilise comme une ressource, mais on ne lui facture pas notre temps. Donc du coup, on a une réalité qui est biaisée parce qu'on ne peut pas faire continuer une entreprise à vie tant qu'on n'est pas capable de se payer. Donc, si à un moment, ça peut se tolérer les premières, deuxième années, mais si au terme de la troisième année, tu es incapable de te payer, ça veut dire que ton business model ne permet pas de générer assez d'argent pour couvrir les charges et pour couvrir ton temps, puisque ton temps est une charge pour l'entreprise. Donc ça, c'est une réalisation qu'il faut avoir le plus tôt possible pour pouvoir prendre des vraies décisions et de savoir si on va continuer son entreprise ou si on va l'arrêter ou si on va la
transformer ou si on va la céder à quelqu'un. Parce que ce n'est pas parce que à l'instant T, tu n'arrives pas à te payer que ce que tu as fait n'a pas de valeur. Chaque chose que tu fais a une valeur. Et ton temps que tu investis à tester des scénarios de marché, à tester des business models, ça a de la valeur. Donc, si par exemple, tu as un nouvel arrivant qui arrive sur le marché, bah, tu peux lui donner tout ça comme information, hein, et le valoriser et lui dire, tu peux commencer à partir d'ici. Comme ça, il n'est pas obligé de commencer où toi, tu as commencé. Il commencera où toi, tu t'es arrêté. Et si tu t'es arrêté à un niveau considérable, et bien ça aussi, ça a de la valeur. Donc voilà pour ma petite pilule du moment en termes d'Insider Insight. Je te dis à très bientôt. Merci beaucoup pour ton écoute.